Bah voilà, on se retrouve dans le dernier chapitre de l'année. Question 11. Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Alors, dans ce dernier chapitre, qu'est-ce que nous allons voir? Toujours dans le thème 3, les choix stratégiques des organisations. Après avoir vu les organisations privées, les organisations publiques, eh bien maintenant on voit les organisations de la société civile. Ces organisations-là, comme les autres, est-ce qu'elles peuvent se passer de stratégie? Alors on va voir qu'évidemment non, elles ne peuvent pas se passer de stratégie. On va voir dans quel contexte elles évoluent, quelles sont leurs contraintes, et puis dans un dernier point, quelles sont leurs orientations stratégiques. Alors tout d'abord, dans quel contexte les organisations de la société civile évoluent-elles? Alors, le contexte de ce contexte, c'est un environnement en constante évolution. Alors, évidemment, ces vidéos, elles sont faites en plein Covid-19, donc un environnement changeant, un VUCA, volatile, incertain, complexe, instable. Et donc, cet environnement, c'est l'environnement dans lequel sont les organisations, dont les organisations évidemment de la société civile. Et puis le deuxième contexte qui est important, c'est la raréfaction des ressources, ressources matérielles, financières, humaines, immatérielles, technologiques. Cette raréfaction des ressources qui est un point de plus en plus important pour les organisations de la société civile. Alors, les organisations de la société civile, on refait un petit point, c'est l'ensemble de tout ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est-à-dire un ensemble d'organisations qui ont des finalités non lucratives, ONG, organisations non gouvernementales, organismes professionnels, organismes confessionnels, donc vous savez que toutes les religions sont passées sous statut d'organisation de la société civile, syndicats, groupements communautaires, entreprises sociales, donc qui appartiennent au champ de l'économie sociale et solidaire, toutes les associations caritatives, les associations culturelles, les associations sportives. Vous voyez, le champ des organisations de la société civile est extrêmement large. Alors l'environnement est en constante évolution, il y a une augmentation croissante depuis la loi de 1901, qui est la loi qui leur permet d'exister, donc une augmentation croissante de leur nombre. Il y a aujourd'hui une croissance de l'économie sociale et solidaire dans laquelle on va retrouver toutes les entreprises sociales. Et donc toutes ces organisations sont à finalité sociale, coopérative, les mutuelles. Donc déjà dans cet environnement, on peut constater une augmentation croissante de leur nombre sur des champs très divers. Et puis d'autre part, comme vous le savez, une dégradation environnementale, des récessions, des attaques terroristes, une crise sanitaire sans précédent. Et donc nous avons ici aussi les conflits armés dans le monde, quand on a besoin de solidarité, donc on a besoin de plus en plus de solidarité. Du fait de ces dégradations, la société civile donc, doit répondre à cette augmentation croissante des besoins et pas seulement l'État. Alors là, quelques chiffres. L'emploi associatif en France aujourd'hui, c'est 1,8 million de salariés. Il y a 163 400 associations qui sont employeuses. Ce domaine, le domaine représente 39 milliards d'euros de salaires qui ont été distribués. Et aujourd'hui, un salarié du secteur privé travaille dans une association sous forme bénévole ou salarié. Donc voilà pour, donc il y a 1,6 million d'associations aujourd'hui en France, toujours en augmentation croissante. Alors dans quel contexte les sociétés civiles évoluent-elles? La raréfaction des ressources, vous savez que le déficit public de l'État est extrêmement important, structurel, et sera encore plus après cette crise du Covid-19. Nous sommes un État-nation, donc l'État qui, en France, a spécificité, qui s'est construit avant la nation, donc avec une très très forte centralisation, ce qui entraîne une baisse considérable des financements de l'État vers la société civile. Et donc il faut rechercher des financements alternatifs, des financements publics, ça peut être toujours des financements publics, mais aussi privés, sous forme notamment de mécénat ou de parrainage.
Alors, on va chercher quelque chose d'un peu nouveau aujourd'hui, qui est la recherche de mécénat de compétences. On en parlera dans cette vidéo, qui est donc pas seulement de chercher à se financer, mais on va rechercher aussi des compétences ailleurs pour faire fonctionner notre organisation de la société civile. Voilà par rapport au contexte. Alors, quelles sont leurs contraintes? Elles ont des contraintes qui vont déterminer leur stratégie. Alors, première contrainte, deux grandes contraintes. La première contrainte, ou en tout cas une limite, on va dire plutôt, c'est leur objet social. L'objet social et les orientations qui sont définies en assemblée générale. Alors, je vous ai remis un petit texte ici pour vous redire. On l'avait vu en début d'année en MANA. Qu'est-ce qu'une association? Bien, elle est organisée avec une assemblée générale qui se regroupe une fois par an, avec tous les adhérents, pour voter les décisions importantes, pour approuver les comptes et le rapport d'activité. Ça, c'est très important pour la transparence de ce qui se passe. Donc, les adhérents se rassemblent. Et puis, ils vont élire un conseil d'administration pour mettre en œuvre les décisions qu'elle va prendre. Donc, un conseil d'administration. Et puis, ce conseil d'administration, il va élire un bureau pour faire fonctionner l'association au quotidien. Et généralement, ce bureau comprend un président, une présidente, un secrétaire, une secrétaire ou un trésorier, une trésorière. Donc, on a trois grands organes, une assemblée générale faite de tous les adhérents, un conseil d'administration élu par l'assemblée générale et puis le bureau qui fait fonctionner l'association au quotidien. Donc l'objet social et les orientations vont être une limite qui va déterminer les stratégies, ainsi que les ressources. Alors, l'objet social et les orientations définies en assemblée générale, ce qu'il faut bien que vous rappeliez, c'est que l'organisation de la société civile ne peut avoir de stratégie en dehors de son objet social. Cet objet social, c'est ses statuts, ils sont indiqués dans ses statuts et cela correspond à l'activité qu'elle exerce. Par exemple, si l'activité qu'elle exerce, c'est de loger des sans-abri, eh bien, elle ne pourra pas produire des repas, puisque ses statuts, son objet social, c'est le logement. Donc, elle va être limitée dans ses stratégies à son objet social. L'objet social va donc déterminer son champ d'action, comme les décisions qui vont être votées en assemblée générale. Alors, quant aux ressources, il y a des limites. On ne peut pas, les organisations de la société civile vont aussi être limitées, contraintes par leurs ressources, en besoins financiers, en besoins matériels, en besoins de compétences, en besoins humains. Vous savez que les besoins humains sont très importants, à la fois des bénévoles et des salariés. Et on assiste aujourd'hui à un contexte de professionnalisation, c'est-à-dire on augmente les compétences qu'il faut avoir au sein des organisations pour pouvoir réaliser les missions qu'elles se fixent. Et puis, il y a aussi un contexte d'encadrement réglementaire très important. Pensons au Covid-19 aujourd'hui. Si je suis une OSS, au même titre que toute autre organisation, je dois respecter entièrement toutes les normes de sécurité sanitaire et donc je dois être tout à fait au fait et mettre en place ce qu'il faut pour être en accord avec la loi. Voilà par rapport à leurs contraintes. Donc deux grandes contraintes, les contraintes limitées par son objet social et par ses ressources. Alors maintenant, quelles sont leurs stratégies, quelles sont leurs orientations stratégiques? Alors trois grandes orientations. Elles vont s'appuyer sur une mobilisation des ressources, elles vont développer l'organisation et elles vont évaluer la performance de leur stratégie. Donc, pour faire une stratégie, on s'appuie, on mobilise des ressources, puis on va développer l'organisation et on va évaluer les performances qui vont être atteintes. Alors, la mobilisation des ressources, vous savez que c'est en grande partie la cotisation des adhérents, mais aussi les dons, les subventions publiques. Les legs, alors les legs peuvent être récupérés par les associations qui sont reconnues d'utilité publique. Alors pour être reconnu d'utilité publique, il faut avoir un certain nombre d'adhérents, il faut fonctionner sur tout le territoire national et il faut avoir une durée d'existence de plus de 3 ans minimum. C'est l'État qui reconnaît que votre association est d'utilité publique, auquel cas vous pouvez recevoir aussi des legs et vous pouvez aussi et surtout avoir une fiscalité intéressante, c'est-à-dire que chaque don peut être déductible en partie, en grande partie, en moitié de vos impôts. Donc, on va mobiliser des ressources, cotisation des adhérents, dons, subventions publiques, et on va chercher à diversifier les sources de financement pour rester aussi autonome.
Donc voilà, si on reçoit des dons d'une seule personne, c'est un peu compliqué. On est un petit peu lié avec cette personne, donc on va essayer toujours de diversifier les sources de financement et les faire augmenter. Donc il va se développer de plus en plus ce qu'on appelle un partenariat des organisations publiques et privées. On l'a déjà vu de façon entre entreprises privées et les organismes publics, mais c'est le cas aussi pour les organisations de la société civile sous forme de parrainage. Le parrainage qui va consister un parrain qui va financer une association qui, en échange, va mettre en avant son nom, par exemple, pour une retombée commerciale. Ça peut être, par exemple, on va financer des matchs de foot, des matchs sportifs, et puis en échange, pendant le match, il y aura une banderole qui indiquera le nom de votre parrain. Donc avec des retombées commerciales. Et le mécénat, lui, il ne cherche pas de retombées commerciales, il a pour objectif l'éducation citoyenne. Et donc, on va chercher à développer du mécénat de compétences. Donc, on va mettre en rapport des organisations de la société civile, des associations avec des grandes entreprises, des entreprises publiques ou des entreprises privées, qui vont apporter aux associations leurs compétences. Alors, ce n'est pas de l'argent, mais c'est une forme de compétences. Par exemple, un savoir-faire au niveau de la comptabilité, de la gestion, de la communication, des ressources humaines. Voilà, aujourd'hui, il va y avoir sans doute besoin de beaucoup de mécénat de compétences pour gérer au niveau du droit avec le Covid-19. Alors, le mécénat de compétences, Kessako, je vous ai mis. Ici, il y a donc une entreprise pour le pro bono, qui est pour le bien public, des entreprises qui sont aujourd'hui dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui ont quand même pour objectif de rapprocher, de faire ces partenariats entre les organisations de la société civile et les grandes organisations, les grandes entreprises privées. 20% des entreprises mécènes en France proposent à leurs collaborateurs de mettre leurs compétences au service de causes d'intérêt général. Donc 25% le font ou souhaiteraient le faire sur leur temps de travail, donc ça c'est pour les salariés dans le privé, et 80% le font ou souhaiteraient le faire sur leur temps libre. Et vous voyez, 61% des actifs français ont déjà fait du pro bono, donc pour l'intérêt général, ou s'en sont intéressés, donc en gros sont en lien avec des associations, des organisations de la société civile. Alors, 93% des volontaires pensent que le pro bono, donc pour le bien public de l'intérêt général, est une forme d'engagement importante à pratiquer. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement beau à voir que pendant le Covid-19, énormément de personnes se sont inscrites sur la réserve civique, les uns pour apporter des repas aux sans-abri, les autres pour appeler des personnes âgées, etc., etc. Donc il y a du pro bono pour le bien public, un réel engagement citoyen de la part des Français. 85% des personnes qui s'engagent ou se sont engagées en pro bono disent utiliser des soft skills, notamment, donc ils développent leur capacité à travailler en équipe, à trouver des solutions, à s'impliquer, à s'adapter. Donc là, vous voyez, vous qui êtes jeunes, en grande majorité ceux qui écoutent mes vidéos, eh bien, engagez-vous dans le pro bono, engagez-vous dans l'associatif, vous développerez des compétences essentielles pour votre travail en entreprise. Voilà, enfin, on voit quelques disciplines de l'engagement citoyen grâce à son intégration dans l'écosystème du mécénat. Tout ce qui est pro bono, donc ces entreprises qui cherchent justement à mettre en contact des organisations privées à but lucratif, mais qui cherchent à faire quand même de la responsabilité sociale et des associations, eh bien, par exemple, elles vont faire des micro-dons, elles vont faire des dons en nature, elles vont faire des courses solidaires, elles vont faire des journées pour le bien commun. Elles vont donner des petits coups de pouce, elles vont faire une journée totalement solidaire, c'est-à-dire tout leur salaire de la journée sera reversé à l'association. Elles vont prendre un congé solidaire, encore plus long. Elles vont faire du parrainage, on vient de le voir. Elles vont faire des collectes, faire des arrondis sur salaire. Tous les arrondis sur salaire, sont donnés au pro bono, donc dans tel type d'association. Elles vont faire de l'intrapreneuriat social, développer des projets sociaux au sein même de leur entreprise. Elles vont faire du mécénat de compétences, notamment pour les seniors. Elles vont faire du temps partagé solidaire et elles vont faire même du mécénat de compétences à plein temps pour certains.
Voilà, donc ici, je sais qu'il y a eu des engagements chez L'Oréal, il y a eu des engagements chez Chanel, il y a eu des engagements dans de nombreuses entreprises françaises, même de la grande distribution, qui donnent du temps, de la compétence vers les organisations de la société civile. Alors, deuxièmement, le développement de l'organisation. On rentre dans le cœur de la stratégie. Comment elle peut se développer, ces associations? Eh bien, elles vont essayer de croître par le développement du volume d'activité, en créant soit de nouvelles structures, donc elle s'était peut-être développée, commencée à Paris, puis elle souhaite se développer dans la France, soit comme le privé, en reprenant des structures existantes et en les fusionnant, en les intégrant dans leur structure initiale. Donc, création de nouvelles structures ou reprise de structures existantes. Elles vont chercher à se spécialiser, parfois, sur un seul domaine d'activité. Si la structure dispose d'un niveau élevé d'expertise, eh bien, elles vont se spécialiser sur un petit créneau pour une mission bien particulière. Par exemple, pour aider les familles qui luttent contre un type très particulier de maladie. Eh bien, on va apprendre à les connaître, on va mettre ensemble ces familles, on va chercher des moyens de les aider. Donc, elles peuvent se spécialiser sur un seul domaine d'activité, ou bien elles peuvent se diversifier. Maintenant, c'est des mots que vous connaissez, avec une multiplication de prestations proposées sur divers domaines d'activité, mais toujours en lien avec leur objet social et leur statut. Alors, comment elles peuvent évaluer la performance atteinte? C'est très important, puisqu'elles gèrent des fonds publics, des fonds privés. Eh bien, elles doivent rendre compte à la société civile de leur fonctionnement et elles doivent faire des mesures d'impact de ces organisations sur leur environnement. Alors, elles vont regarder, est-ce que mon nombre d'adhérents augmente? Est-ce qu'elles vont mettre en place des indicateurs spécifiques à leur activité? Prenons l'exemple que je suis une association pour aider à faire partir en vacances des enfants défavorisés. Eh bien, je vais regarder, est-ce que le nombre de jours de vacances a augmenté? Est-ce que le nombre d'enfants en journée de vacances a augmenté? On va essayer d'accroître les prestations fournies, tant en qualité qu'en quantité, et on va mettre en œuvre des solutions de remédiation pour corriger ou améliorer les performances. Donc, vous voyez, les associations, elles ont un fonctionnement comme les entreprises privées, elles vont rendre compte, elles vont être transparentes. Aussi, elles vont publier leurs rapports d'activité, ils seront votés en assemblée pour savoir où sont affectés les moyens financiers. Alors, l'évolution de la performance lorsqu'elle est atteinte, je vous ai pris l'exemple de l'efficacité des banques alimentaires. Donc voilà les critères d'évaluation qu'ils ont retenus. Depuis 33 ans, c'est donc 84-2017, c'est le premier réseau d'aide alimentaire en France. Il y a 79 banques alimentaires, 5400 associations qui sont mobilisées et CCAS des partenaires et des partenaires. En 33 ans, il y a eu 3,7 milliards de repas distribués, c'est énorme, aux personnes en situation de précarité grâce aux denrées collectées par les banques alimentaires. Vous voyez, là, il y a un impact absolument colossal. Et en 2017, 2 millions de personnes sont soutenues par les banques alimentaires. Une personne sur deux recevant une aide alimentaire en France bénéficie de denrées qui sont collectées par les banques alimentaires. Donc, inutile de dire que si elles disparaissent, il y a 2 millions de personnes qui souffrent. En 2017, 73 000 tonnes de denrées ont été sauvées de la destruction, 46 200 tonnes de denrées ont été récupérées auprès des GMS, des grandes et moyennes surfaces, soit une augmentation de 11%. Donc vous voyez, c'est le rapport d'activité annuel de 2017, il est transparent, il montre l'efficacité de la banque alimentaire. Ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'aussi on a des denrées qui sont de plus en plus récupérées, donc il y a aussi un travail qui est fait pour le recyclage des déchets, de façon, d'une part, et puis aussi d'une façon à ne pas jeter de nourriture qui pourrait être consommée par ailleurs. Donc voilà pour l'évaluation de la performance atteinte. Donc on a fini ce chapitre, vous pouvez travailler à faire le questionnaire qui est en ligne. Je vous souhaite un bel été, un bon déconfinement et en espérant vous retrouver très rapidement l'année prochaine, je mettrai en ligne un lien internet vers des activités à faire suite à chaque thème pour que vous puissiez être autonome dans vos apprentissages.